Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2 naturellement. Vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et l'homme qui descend dans l'arène ce soir est connu comme figure de la société civile pendant 30 ans. Il a migré en politique et il propose 40 mesures pour changer le Cameroun par l'agriculture. Nous avons convié 3 protagonistes pour le passer au scalpel. Ce soir, ce sont 2 journalistes et un leader politique. C'est le menu de l'arène. Je vous invite à regarder la présentation complète des protagonistes de ce soir. C'est le coup de pinceau d'Alain Gizenkanga. Ce soir, Bernard Djonga descend dans l'arène. L'agronome, connu pour son activisme pendant une vingtaine d'années, a suscité beaucoup de sympathie dans le monde rural et dans le milieu de la défense des intérêts collectifs. Aujourd'hui, il propose aux Camerounais un programme politique basé sur la réforme de la politique agricole. C'est donc par son dada que Bernard Djonga fait son entrée en politique ou principalement dans la compétition électorale. Il propose en cela 40 mesures pour des résultats en 5 ans. Ces mesures seront passées au crible de la critique de vos co-intervieweurs et vous-même, Rodrigue Tonguet. Il s'agit de Pierre K, journaliste, directeur de la rédaction du quotidien L'Économie. Sa connaissance des dossiers économiques et des sujets de développement aidera à relire les 40 mesures de Bernard Djonga et de son parti, Croire au Cameroun, le CRAC. Avec Pierre K, Michel Ferdinand, le chef de bureau mutation à Douala. Sa bonne connaissance de l'actualité politique et sociale permettra à ce journaliste d'une grande expérience de poser certainement les bonnes questions à Bernard Djonga. La critique froide des 40 mesures, sa mise en œuvre, son rapport à la réalité constitueront la lame de fond du duel de ce soir. Les protagonistes, le début des hostilités, après le premier coup de gang. On l'a entendu, le premier coup de gong, Alain Gizenkanga, merci pour cette présentation. Signalons que pendant cette émission, au 3e quart d'heure notamment, Didier Yunkwa, militant écologiste, nous rejoindra en plateau pour passer au scalpel notre invité. Ce sera pendant le duel de cette émission. Et l'arène, c'est aussi ses rubriques habituelles, mes préférences au premier quart d'heure avec Maïramou Adja. Et vers la fin de ce programme, Michael Tipio nous rejoindra pour la synthèse. Je m'en vais accueillir nos invités déjà en plateau. Bernard Djonga, bonsoir. Bonsoir, M. Tonguet. Bienvenue dans l'arène et à Canal 2. Ah, tout à fait, merci. Merci, c'est avec plaisir que je suis là. Merci d'être parti de Douala, de Yaoundé pour Douala, pour cette émission. Merci aussi à Pierre K qui est parti de Yaoundé avec moi pour cette émission aujourd'hui. Effectivement, Rodrigue. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir au président Djonga. Oui, bonsoir Pierre K. Nouveau directeur de la rédaction du quotidien L'Économie que dirige Thierry Kouti. Oui, depuis décembre 2017, je dirige la rédaction du quotidien de L'Économie. C'est un gros challenge et j'espère que comme Bernard Djonga, félicitations. Tout ça. Merci. Nous souhaitons bon vent dans ce nouveau challenge. Michel Ferdinand, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Rodrigue. Je suis très heureux d'être une fois de plus honoré d'être autour de ce plateau pour permettre, n'est-ce pas, aux téléspectateurs de comprendre ou de mieux creuser certains sujets d'actualité dans notre pays. Peut-être il faut préciser parce que la terminologie importante dans votre présentation. Vous êtes chef d'Ex Mutation à Douala. Tout à fait, parce que un DEX peut avoir plusieurs bureaux, donc c'était un peu restrictif tout à l'heure. En tout cas, on va le voir pendant l'émission, on va voir bien que vous êtes ouvert, et en tout cas ouvert à faire ce plateau, à faire cette émission, à cuisiner, pour le dire simplement, Bernard Djonga pendant 90 minutes, puisque tout le décor est campé. Nous allons commencer avec la première halte de notre programme. Et
la première rubrique, c'était tous contre un, sont mes confrères et moi contre vous. Oui. C'est un contre symbolique. C'est peut-être une arène, mais ce n'est pas encore la guerre. Si oui, la guerre des idées. Alors Bernard Ndjonga, vous proposez, parmi les 40 mesures, nous allons rentrer de plein pied, nous allons prendre le sujet à plein fouet. Parmi les 40 mesures, vous proposez la reconfiguration administrative du Cameroun. Nous, on passe de 10 à 5 régions. Tout à fait. Alors qu'il y a quelques années, on découpait, alors que dans le BAM, par exemple, on demande encore la séparation. On veut une région du Grand BAM. À l'ouest, on veut une région du Grand Noun. On se retrouvera peut-être avec 12 régions. À ce moment, là, vous réfléchissez à rebours. Vous voulez qu'on retourne à 5 régions. Oui, mais tout à fait. Disons que on parle du projet que nous proposons aux Camerounais. Il faudrait que je commence par préciser. Ce n'est pas un projet qui est construit sur la base ni des promesses, ni des propositions. Absolument pas. Ce n'est pas ce projet-là. C'est un projet qui est construit sur la base d'un diagnostic. Un diagnostic qui a été réalisé pendant 30 ans, en étant au Cameroun et en vivant avec les Camerounais. Il faut que vous le sachiez. Alors, Ndjonga que vous avez devant vous, il connaît le milieu rural camerounais dans tous ses entrailles. J'ai vécu, quand il parle de milieu rural, d'est à l'ouest et de sud au nord. J'ai vécu en milieu rural, j'ai mangé avec les paysans, j'ai travaillé avec les paysans, je connais ce milieu. Donc pendant 30 ans, j'étais en même temps en ville et j'étais à l'étranger. Donc j'ai pris le temps d'observer notre environnement et ce projet c'est le fruit d'un diagnostic. Je commence par le préciser. Or, pour venir à votre question, ce projet est bâti sur le développement du Cameroun par l'agriculture. Et voyez-vous, pour que ce projet porte, il faut absolument qu'il y ait un État fort, mais fort pour accompagner le projet. Donc, le projet change l'État. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce qui fait qu'on en soit arrivé à proposer, au lieu de 10 régions, 5 régions, c'est parce que tout ce qui est agricole colle avec ce qu'on appelle en termes agronomiques zone agro-silvo-pastorale, donc zone agroécologique. Or, comme de manière naturelle et par chance, et fort heureusement, le Cameroun a 5 grandes zones agroécologiques, c'est-à-dire les zones qui correspondent à la production agricole. Pour ceux qui nous écoutent, le cacao pousse très bien en zone forestière. Ça veut dire que la zone forestière, en termes d'agroécologie, correspond à la plante cacaoyer. Vous prenez le cacaoyer, vous amenez dans l'extrême nord, le cacaoyer ne poussera pas. Agroécologique. Alors, nous disons donc ceci. S'il faut que l'agriculture, comme elle est au centre de notre développement, réorganisons le Cameroun en 5 zones agroécologiques. Donc, refondons notre État pour que ça colle avec cette réalité, cette volonté que nous voulons que l'agriculture soit quelque chose qui nous fasse développer. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous ne proposons rien. Nous lisons la nature. Alors, nous proposons que la région de l'extrême nord et la région du nord soient fusionnées pour former une seule région, la zone sahélienne, donc la région sahélienne. Nous proposons que la zone côtière devienne la région du sud-ouest et la région du littoral, fusionnent pour former la zone côtière ou bien la région côtière. C'est cela. Nous proposons que la région de l'ouest et la région du nord-ouest fusionnent pour former une seule région, la région des hautes altitudes. Nous proposons que la région de l'est, du sud et du centre fusionnent pour former une seule région, la région forestière. Et enfin, la région de l'Adamawa reste intacte, mais devienne la région des hautes plaines. Voilà ce que nous proposons. Avec des chefs-lieux de région. C'était notre problème. Là, vous me posez une autre question. Ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue. Dans ces régions telles que je viens de les présenter, nous avons des groupes, nous avons des minorités. L'essentiel dans ce que nous proposons, il faut que les groupes soient reconnus, respectés et acceptés à l'intérieur de chaque région, telle que nous l'avons divisé. Ça, c'est extrêmement important. Je vais peut-être pour conclure, si vous voulez, par rapport à cette question. Vous allez remarquer que ce découpage, non seulement il est agroécologique, mais c'est un découpage qui colle à la socioculture au Cameroun. Vous allez remarquer, le Camerounais du sud-ouest a des similitudes en termes socioculturels avec le Camerounais du littoral. La même chose pour le Camerounais du nord-ouest et celui de l'ouest, etc. Donc, cette division correspond, et encore c'est une chance, non seulement à l'agroécologie, mais aussi
socio-culturelle. Nous allons revenir peut-être à l'agroécologie tout à l'heure, mais je voudrais poser une question du point de vue administratif. Vous dites qu'il y aura des régions, il y aura forcément un chef de région ou capitale, quelle que soit l'acception, mais ça ne va pas éloigner les administrés de l'administration. 5 régions, c'est peut-être 5 cours d'appel, je ne sais pas la configuration que vous imaginez du point de vue judiciaire, c'est peut-être 5 patrons des régions. Ça va peut-être éloigner celui qui était avant proche de sa région, de sa cour d'appel, qui est un contentieux administratif au niveau de la cour d'appel, un contentieux judiciaire, je veux dire au niveau de la cour d'appel, qui va s'éloigner davantage, puisque ceux qui estiment qu'il faut démultiplier les régions pensent que partir de Foumban pour Bafoussam, c'est un peu plus difficile. Peut-être s'il y avait un chef de région à Foumban, ça permettrait à l'agriculteur pour lequel vous vous battez de se rapprocher rapidement de l'administration. Mais absolument pas. Il est question pour nous de ramener l'administration là où se développe notre vision de développement. J'ai parlé de l'agriculture. On ramène l'administration auprès des pôles de production. Parce que dans la division que je viens de vous présenter, il sera question pour nous de donner la possibilité à chaque région de nous donner le maximum de ce que cette région peut produire. Je vous ai parlé du cacao tout à l'heure. Je prends le cas de la région de haute altitude où poussent les pommes de terre. On fera en sorte que la région de haute altitude produise le maximum possible de pommes de terre pour nourrir les 4 autres régions. La région de la zone sahélienne produira le maximum de riz pour nourrir les autres régions. Peut-être à l'est, vous voyez du bois par exemple. On fera en sorte que la région de l'est fournisse le maximum de bois, que ça peut être transformé en meubles, en lits, etc. pour les autres régions. Alors on ramène l'administration auprès des pôles de promotion de la chose économique. Je vais plus loin avec votre permission. Juste un petit mot. Parce que ne perdons pas cela, ne perdons absolument pas cela de vue. Le fait de diviser, de partir de 10 à 5 régions, on donne l'occasion à cette administration d'être proche des populations. Et c'est encore plus facile que ces populations aient leur mot à dire par rapport à la chose de développement de ces zones-là. Parce qu'on a cet avantage que c'est des zones qui sont à la fois agroécologiques, mais en même temps sont des zones socio-culturelles. C'est un avantage énorme. Monsieur Djonga, je voulais savoir, les propositions que vous faites, elles peuvent être intéressantes pour vos militants. Sont-elles suffisantes pour provoquer le déclic? Mais vous parlez de militants, de nos militants. Mais absolument pas. Là, on ne joue pas sur le même registre. Nous, on ne parle pas aux militants du CRA, mais absolument pas. Le projet, nous le proposons aux Camerounais. Ce projet que vous voyez entre les mains, les 40 mesures transcendent les clivages politiques, politiciennes. Je finis avec votre question. Transcendent les clivages politiques, politiciennes, les clivages ethniques et les clivages religieux. Il faut que vous intégrez cela. Nous parlons aux Camerounais. Avec votre permission à vous, nous n'entrons pas en politique parce que nous voulons faire la politique. Nous entrons en politique par effraction. Ce que nous proposons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous faisons des propositions. Il faut que vous le sachiez. Je vous ai gardé un document, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, c'est ce document. Oui. En 2011, nous on n'était pas candidats à l'élection présidentielle. Mais on a pris la peine de proposer à ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle un projet. Le voici. Nous n'avons pas eu de chance. Celui qui a été élu n'avait pas signé ce projet. Donc échec. Nous revenons à notre objectif. Nous faisons un projet conséquent. Comme nous avons échoué avec les candidats à l'élection présidentielle, ceux qui l'ont fait, et ceux qui font l'élection présidentielle, c'est le peuple camerounais. Nous faisons un projet que nous présentons au peuple camerounais. C'est l'esprit de ce projet. Et je veux vous rappeler, à l'entrée du CRA sur la scène politique, on ne voulait pas être un parti politique. On était né mouvement politique. C'est parce qu'au niveau de l'administration territoriale, il n'y avait pas de disposition pour reconnaître les mouvements que nous sommes rabattus sur le politique. Je profite aussi pour vous le dire. Ce que nous mettons ce que je vous montre là, ce projet, nous n'existons que par ce projet. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce n'est que par ce projet. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer que tous les responsables du CRA, à la limite, n'existent pas. Moi-même, quand vous me regardez dans les réseaux sociaux, je présente le projet. Et il est présenté à tous les Camerounais. Juste un petit bémol, parce que c'est très excitant, ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous avons cru que ce projet était complet, mais il ne l'est pas. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont déjà en train d'amender ce projet. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un long mail de la diaspora où on augmentait les propositions.
À Yaoundé, on nous appelle, on fait des propositions. Je vous donne une proposition que nous avons reçue en date. Quelqu'un nous a appelé, je vous fais remarquer, on ne cherche pas à savoir qu'il est de tel bord ou de telle autre région. Non. Quelqu'un nous appelle. Il me dit, Monsieur Ndjonga, dans votre division, vous dites que la région du centre, du sud et de l'est forme une seule région qui est la zone forestière. C'est bon. Mais faites attention. Il y a une partie du sud qui devrait plutôt être dans la région côtière. Et il a cité l'océan. L'océan. C'est une proposition qui est acceptable. Donc ce projet déjà est en train de grossir. Et de grossir avec des propositions. Les gens sont en train de se l'approprier. Nous sortirons avec un très bon projet. Et qui fera le projet de nous tous. Monsieur Ndjonga, qu'est-ce qui différencie le projet actuel du pacte, du contenu du pacte de 2011 présenté en 2011? Ah, c'est une excellente question. Quand nous présentions le pacte, nous avions misé sur le développement rural. Là, on parle d'un parti politique. Vous allez voir que ceux qui font dans la caricature, ils vont vous dire que le projet du Clarnec agricole, c'est archi faux. La division que je viens de vous donner tout à l'heure administrative, ce n'est pas l'agriculture. La division de la refonte de l'État. Il y a des points du projet qu'on peut considérer comme étant une pâle copie de ce qu'on voit ailleurs dans certaines formations politiques. Nous avons écouté le président du PURS tout à l'heure au journal de Canal 2 qui revenait sur l'agriculture en parlant de transformation. Mais c'est très bien. Vous ne voyez pas que vous collectez un peu partout. Non, mais c'est très bien. Non, ne faites pas de la caricature. Je vous ai expliqué. Ndjonga que vous voyez devant vous, je ne voulais pas le dire, il faut que vous le sachiez. Je suis ingénieur agronome de conception. Il faut que vous le sachiez. Oui, vous le savez. On le sait. Et il y a 35 ans. Ouais. Le crack, il faut que vous le reteniez. On ne fait plus dans l'invective, c'est passé. Parce que dans notre vie en tant qu'acteur de la société civile, nous avons passé le temps à indexer ce qui ne va pas. Et nous ne nous arrêtions pas là. Nous avons cherché à faire bouger les lignes. À indexer ou bien à participer? Je continue. À indexer et à chercher à faire bouger les lignes. Si me fait comprendre, à indexer et à chercher à faire bouger les lignes, à se battre. Vous le savez, monsieur Mka. Ndjonga que vous avez devant vous, il n'y a pas une cellule à Yaoundé que je ne puisse pas connaître. C'est parce qu'on cherchait à faire bouger les lignes. Maintenant, quand nous créons le CRAC, avec ce projet, nous disons ceci. L'heure n'est plus à dire qu'il n'y a pas de l'eau ou bien qu'on a coupé la lumière. Tous les Camerounais le savent. L'heure, c'est on fait comment. Revenons un peu à votre découpage. Si on vous laisse parler, vous pouvez parler toute la soirée. Oui. Revenons un peu à votre découpage. Vous parlez d'approche à partir des cultures, à partir des réalités culturelles de chaque région. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines ressources, certaines cultures qui poussent partout au Cameroun? Je prends le cas du riz. C'est-à-dire, à Douala, dans l'Ombam, on peut cultiver le riz. Pourquoi vous avez systématiquement basé tout sur les cultures traditionnelles? Parce que moi, je pense que votre découpage est dépassé. Mais non, vous parlez du riz, vous connaissez la culture du riz? Non, je ne crois pas. Il y a le riz pluvial, si vous permettez. Il y a le riz pluvial qui ne fonctionne que par rapport au calendrier agricole. Ce riz, c'est ça qui peut se cultiver partout. Mais la productivité, la production est extrêmement faible dans certaines régions. Il y a maintenant ce qu'on appelle le riz irrigué. Partout dans le monde, la Thaïlande produit par an, il faut que vous le sachiez, 20 millions de tonnes. Le Cameroun produit par an aujourd'hui 120 000 tonnes. Et les 20 millions de tonnes sont produits avec le riz irrigué. C'est pour ça que vous voyez dans les photos, les Thaïlandais avec leur chapeau, ils sont dans de la boue. C'est qu'on plante à la main. Et on récolte à la machine parce qu'on récolte quand c'est sec. Donc, on parle du riz irrigué qui se produit aujourd'hui au Cameroun. Il y a des bassins de production du riz irrigué. Vous avez la région de Nanga et Boko, vous avez la région de l'extrême nord, vous avez la région de Ndop. Pourquoi etc. donc coller le découpage administratif que je pense également, vous n'êtes pas à l'écoute certainement de la population actuellement. Tout le Cameroun revendique plus de décentralisation. Vous parlez de décentralisation administrative. Au lieu de dire peut-être déconcentration, vous êtes dans la décentralisation administrative. Je veux bien comprendre comment vous allez réussir à placer des gens dans les deux régions, nord et extrême nord, qui vont arriver à Mokolo, où on cultive également la pomme de terre, qu'on retrouve dans la région de l'Ouest. Moi, je veux savoir la réalité. Vous parlez de quoi? Je vous parle du Cameroun. Quand vous parlez de production au Cameroun, ça m'étonne. Si vous permettez, on a prononcé le mot riz tout à l'heure. Je ne quitte pas le mot riz.
Le Cameroun importe, tenez-vous bien, 600 000 oui, tonnes ça on le de sait. riz. Ça, on le sait. Vous parlez de production là, Oui. hein. Vous le savez, mais Oui, vous faites semblant de l'ignorer. 600 000 tonnes de riz. Oui. 160 milliards de francs. Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. On ne produit que 120 000 tonnes. Ouais. Donc ce que vous dites là, c'est archi faux. Je suis désolé. Alors écoutez, ce que nous entendons par bassin de production, je l'ai déjà dit. Chaque région a un potentiel naturel. Dans le cas du riz, vous savez quelle superficie a été déjà préparée pour la production du riz dans la région de Yagua? C'est 15 000 hectares. Mais à l'heure actuelle, on est dans les 5 000 hectares utilisés. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en réalité, on donne la possibilité à chaque région de nous donner le meilleur de son potentiel en termes de production. Qu'on se comprenne très bien. J'espère que vous allez me donner le temps de vous présenter ce que nous avons appelé le raménagement du territoire. Pourquoi je vous parle de bassin de production et de terres agricoles? Monsieur Njonga, comme acteur de la société civile bien connu, de renommée, vous avez enseigné à l'époque, avant d'entrer en politique, que les objectifs devraient être, n'est-ce pas, la définition des objectifs devrait être SMART. Qu'est-ce qui garantit la faisabilité de ce projet? Mais donc, écoutez, toutes les questions. On est dans Voilà une question essentielle dans l'évaluation des politiques publiques que vous proposez. Le budget du Cameroun en 2018, cette année, oui, c'est 4 500 milliards. D'où proviennent les 4 500 milliards? Vous avez 2 500 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire impôts, taxes, TVA, etc. Mais attention, vous avez 500 milliards de recettes pétrolières. Qui sont de l'argent qu'on a. Qui sont en chute. Si vous permettez, si vous permettez. Le véritable problème, et ce projet que nous vous présentons, c'est avec 0 franc qui vient de l'extérieur. Nous avons les moyens de le réaliser. Le véritable problème que nous avons, c'est le problème de l'utilisation des moyens que nous disposons. C'est clair là-dessus. Alors, je vous donne quelques exemples. Prenons le cas du Sénat. Pendant ces 3 dernières années, le budget du Sénat n'a pas varié. 14 500 milliards. Expliquez-nous comment vous allez financer. Je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est connu. Non, c'est connu. Je suis en train de vous expliquer comment on va financer. Oui, expliquez-nous. Je continue. Poursuivez. 14 500 milliards. Non, 14 milliards. 14,5 milliards. Ça veut dire que chaque fois qu'on achète les véhicules au Sénat, après 1 an, il faut les remplacer. Mauvaise gestion. Ça veut dire qu'il y a déjà l'économie qu'on peut faire sur les 14,5 milliards de francs pour injecter dans la production agricole. Pas plus loin, pas très loin autour de nous. Il y a des pays qui ont supprimé le Sénat. De manière claire et nette. J'espère que je ne vous apprends rien. Le nôtre est à peine arrivé. Le nôtre est à peine arrivé en 2013. Qui avait été fortement revendiqué ou réclamé par les forces vives de la nation parmi les mêmes forces qui attendent lesquelles la société civile. Si vous permettez. Comment si vous permettez à la page 6 de vos 40 mesures. Oui, allez-y. Vous dites que vous allez investir, lancer un plan ambitieux d'insertion des jeunes sur les activités agro-pastorales doté de 15 milliards par an et par région. Lorsqu'on essaie d'évaluer, avec votre découpage, ça fait 5 régions. 15 milliards fois 5 régions, on est autour de 75 milliards. Vous voulez investir 75 milliards par an pour développer l'agriculture au Cameroun. Comment vous allez réussir cela? Écoutez, pour ce qui concerne la jeunesse, oui, nous avons travaillé pendant 6 mois en faisant des calculs pratiques. Si vous voulez prendre un jeune en ville pour l'installer en milieu rural pour qu'il devienne un entrepreneur rural et un chef de famille responsable avec femme et enfants, ça nous coûte 6 millions de francs par jeune et par an. Alors nous proposons, comme vous l'avez si bien dit, qu'on affecte 15 milliards par région pour installer les jeunes en milieu rural. Mais vous connaissez l'histoire du Païja? Laissez-moi finir. Vous m'empêchez de répondre aux questions que vous posez. C'est des expériences. Ce sont des expériences. Le Païja a été mis. Je suis en train, si vous permettez, pour une fois, je vous le dis, ce projet est le fruit d'un diagnostic. Ce que vous énumérez, vous ne le connaissez pas plus que moi. Non, le Païja. On l'a travaillé. Le Païja, nous sommes rendus à la faisabilité. Mais je vous dis non. Nous avons évolué. Mis en place presque similaire. Nous avons évolué. Maintenant, Djonga, peut-être qu'il faut repréciser, nous avons évolué. Nous avons commencé par l'opportunité de ces 40 mesures. Nous avons dépassé cette étape. Nous sommes sur la faisabilité. Oui. Et la question que mes confrères posent, c'est de savoir comment on finance
ce projet? On prend l'argent où? Vous avez dit on peut faire des économies budgétaires, peut-être en diminuant les frais de bouche des administrations qui dirigent le pays. Et maintenant, il cite quelques programmes qui ont fait long feu, mais bien sûr, qui ont échoué. Si vous permettez, monsieur avec le même modèle. Avec le même modèle économique. Si vous permettez, monsieur Tongué. Oui. Je suis désolé de le dire de cette manière. Vous n'avez pas lu ce projet. On l'a lu, monsieur. Vous n'allez pas nous faire insulte. Vous permettez. Vous souvenez de n'avoir pas lu le projet alors que l'émission porte sur le programme. On l'a pour rincer les yeux. Vous permettez. Allez-y. Dans ce projet, oui, nous avons proposé noir et blanc qu'au niveau des ministères, c'est fini avec les projets et programmes. Il faut en arrêter. Parce que ça ne donne pas les résultats. Si vous permettez, le Païdja dont vous parlez, c'est un projet du ministère de l'Agriculture que nous avons évalué. J'ai même travaillé pour ce Païdja quand j'étais à l'Agriculture. Mais mon confrère parle du génotype de ces projets. Il ne parle pas de la forme, il ne parle pas du phénotype. C'est-à-dire que le projet va disparaître, mais le montage financier du projet reste le même. C'est le reproche qu'on a toujours donné l'argent aux jeunes. Mais je vous dis que non. C'est des projets qu'on implémente après un diagnostic. Vous m'empêchez de parler à ceux qui nous écoutent. On vous écoute. Vous m'empêchez d'expliquer le projet à ceux qui nous écoutent. On vous écoute, Bernard Djonga. On veut leur permettre de mieux comprendre. Je n'ai pas ce sentiment. Non, vous les perturbez plus. On vous écoute donc. Alors, je reviens. Nous proposons que les projets et programmes soient supprimés. Parce que depuis des années, les projets et programmes n'ont pas résolu le problème de vie chère, le problème de l'emploi, le problème du chômage au Cameroun. Nous proposons qu'à la place, on mette ce que nous avons appelé subventions sous forme de primes à la production. Et dans le cadre de ces subventions, je veux l'expliquer, dans le cadre de ces subventions, les encadreurs font partie de ceux qui bénéficient de cette subvention sous forme de primes à la production. Qu'est-ce que subventionner sous forme de prime à la production? On arrive dans une région, prenons Gormandouka. On dit, tous les paysans qui font 1 hectare de maïs et récoltent 3 tonnes, s'ils ont utilisé les semences composites par exemple, ils bénéficient d'une prime de 250 000 francs qu'on leur donne cash, mais au moment de la récolte. J'aime votre formule là. Revenons sur les projets à supprimer. Vous êtes au courant qu'en juin, au cours de l'année 2017 qui s'achève, le ministère de l'Agriculture a fait un audit de tous ces projets. Certains projets ont été supprimés, certains ont été retenus. Moi j'ai un problème, c'est le montage financier. Expliquez-nous clairement comment vous allez réussir en 5 ans à investir 15 milliards par région, qui représente 75 milliards sur toute l'année, et en 5 ans, c'est 375 milliards pour changer le Cameroun. C'est ce que je parlez de quoi? C'est ça votre projet. Mais vous ne prenez qu'une seule mesure. Ce que vous dites là, ça ne concerne que les jeunes. Est-ce que vous comprenez? On est obligé de prendre des échantillons, on ne peut pas prendre. Mais bien sûr, mais laissez-moi nous n'avons que 90 minutes malheureusement. Dans ce que vous avez dit, nous proposons 15 milliards de francs par région. Il y en a 5, ça fait 75 milliards. Sur 5 ans, 375 milliards. Non, c'est vous qui le dites. C'est ça. Pas un. 15 milliards fois 5. Les chiffres que nous avons donnés dans le projet. Écoute, essayez de m'écouter. Ça fait 75 milliards. Oui. Les 75 milliards, vous vous souvenez, on en a trouvé pour les ordinateurs. Non, restons sur la... Je suis sur ça. Je suis sur ça. Souffrez que je puisse... Les téléspectateurs nous regardent, ils apprécieront. Souffrez que les gens m'écoutent. Alors, nous disons donc ceci. Avec 15 milliards par région, on installe 2500 jeunes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs ruraux. Donc, c'est-à-dire qu'ils produisent. Ça, c'est un, mais qu'ils construisent une famille. Il faut que vous le sachiez. La production qu'ils donnent, c'est ça qui va alimenter les villes. Alors, quand vous avez 2500 jeunes par région, fois 5 régions, comme vous avez bien le chiffre, ça fait 12 500 jeunes que nous installons en milieu rural chaque année. Quand vous évaluez maintenant, ça varie maintenant avec les régions, parce que nous avons calculé avec les cultures. Quand vous évaluez l'apport de ces jeunes dans la production agricole, laquelle production, on va y revenir, j'espère, déclenche le système d'industrialisation du Cameroun qui est basé sur les PME et les PMI. Quand vous réalisez ce que l'apport de ces jeunes apporte dans la consommation directe en ville, là où on se plaint de la vie qui est de plus en plus chère, ce qu'on donne entre les mains de ces jeunes, on serait tenté de pouvoir le multiplier. Pourquoi? Parce qu'avec le système que nous mettons en place,
toute somme qui sort et qui va en milieu rural, il y a un retour sous forme de production, clair et net. Vous parlez du projet au ministère. En 2007, nous avons évalué le programme maïs au niveau du ministère de l'Agriculture. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Sur 2,5 milliards qu'on avait utilisé pour accorder les subventions en milieu rural, il y a eu à la fois les fonctionnaires et même les paysans qui ont mis en place le système de GIC fictif pour détourner 62% de ce montant. Absolument. Quand nous calculons ce que coûtait 1 kg de maïs à cette époque-là, ça fait 675 francs le coût de production d'1 kg de maïs. Mais si vous mettez en place un système de subvention sous forme de prime à la production, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je n'ai pas continué, je regrette. Si vous mettez ça en place, le coût de production d'1 kg de maïs, ça devient 95 francs. Pourquoi ça? Pour la raison essentielle que l'argent qui entre entre les mains du paysan, vous avez automatiquement et sûrement la production qui vient en retour. C'est très important. Et ça, c'est une mesure révolutionnaire par rapport à tous les projets que vous avez essayé d'énumérer, alors que dans notre projet, on est en train de vouloir faire table rase de ces projets et apporter une nouvelle approche en ce qui concerne l'encadrement en milieu rural. Il faut que vous intégrez cela. Juste un petit mot. Oui. Je ne sais pas si je dois y revenir. Quand on parle de subventions sous forme de prime à la production, c'est production agro-silvo-pastorale et halieutique. Ça, c'est d'un. Donc l'élevage et autres. Il y a subvention aussi sous forme de la recherche. Subvention sous forme de prime pour l'accompagnement. Donc, les encadreurs qui seront en milieu rural du ministère, eux aussi, on entre avec à la fois le producteur et l'accompagnateur dans un système de contrat de performance. C'est-à-dire, chaque fois, on paye en fonction des résultats qu'on a obtenus de vous. Et cette subvention, sous forme de prime à la production, ça s'affecte aussi au niveau des PME et des PMI. C'est ce que nous mettons en place pour changer complètement ce qui se passe à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je dois y revenir. Lisez bien le titre de ce projet. 40 mesures pour faire décoller le Cameroun en 5 ans avec l'agriculture. Quand on parle de décollage, si c'est le cas de l'avion, après le décollage, il faut voler. Donc on parle de décollage. Donc il faut mettre le turbo pour que le Cameroun décolle. C'est une première amorce. Mais bien évidemment. Mais il faut financer ce projet. Non, je vous l'ai déjà dit. Je peux être d'accord. Je vous l'ai déjà dit. Oui. Il n'y a pas de problème de financement en tant que tel. Je vous ai donné le budget du Cameroun. Je vous ai expliqué comment il est géré à l'heure actuelle. Si nous décidons que le premier levier de notre développement, c'est l'agriculture, l'agriculture avec grand A devient le prisme à travers lequel on voit tous les autres secteurs. Que ce soit l'éducation, j'espère qu'on va y revenir, que ce soit la diplomatie, j'espère qu'on va y revenir, que ce soit la défense, j'espère qu'on va y revenir, que ce soit la santé, j'espère qu'on va y revenir. Donc tout cela est intégré dans le cadre de ce projet. J'ai été très content de vous écouter parler de la promotion des PME, PMI. Vous n'ignorez pas que dans notre contexte, les entreprises constituent, en fait les PME constituent environ 90% du tissu, n'est-ce pas, des entreprises camerounaises. Et ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'être resté familial. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter pour, n'est-ce pas, faire bouger les lignes à ce niveau? Mais vous parlez de quel PME? Non, les PME camerounaises. Quand je prends... Les PME camerounaises, il leur manque de compétences. Mais non, le problème de PME est encore plus loin que ça. Non, c'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes. Mais prenons le GICAM. Sur les 300 membres du GICAM, vous avez 10 membres qui travaillent dans le secteur primaire, le secteur de production. Et parmi les 10, vous avez la Socapalm, vous avez la Sodecoton, vous avez la CDC. C'est pour vous dire. Et la plupart des membres du GICAM, qu'on a très bien observé, sont installés à Bonabéry. Vous savez pourquoi c'est à Bonabéry? C'est parce que leur matière première vient par le port. Ils sont produits Tout à fait. Donc on importe leur matière première. Alors les PME et PMI dont vous parlez, qui portent le développement, qui portent notre industrialisation... Et qui manquent de compétences. Si vous permettez, non, pas simplement de compétences. Non, entre autres. Ne vous moquez pas des jeunes. Non, je refuse. Non, c'est que... Si vous permettez. On ne peut pas balayer ça d'un revers. Écoutez, les PME et PMI camerounaises manquent essentiellement de la matière première. Et de la compétence. Et de la compétence. Le contrat a été fait par l'APME, l'agence de promotion des PME, et par l'association de promotion de patrons, de promotion de la PME locale,
qui reconvenait, Le qui débat confesse, était houleux. Le débat était qu'il y a un houleux problème en novembre d'organisation et un problème organique et structurel qui s'oppose à nos PME. Vous avez indiqué que l'agriculture sera dans la matrice du développement de notre pays. Nous allons revenir tout à l'heure, après 5 minutes de vos préférences, nous allons rentrer dans votre jardin secret. Nous allons revenir donc sur le développement, sur les effets de votre programme sur le PIB, le produit intérieur brut, et sur la croissance. Vous le savez, la croissance est en berne chez nous. Il faut absolument la redresser. Nous allons y revenir dans un instant, le temps de recevoir Adja Mayramou pour vos préférences. Adja Mayramou, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Et bienvenue dans l'arène. Merci. Vous avez le président Djonga pour 5 minutes. Bonsoir, Bernard Djonga. Oui, bonsoir. Le défenseur de l'agriculture. Si vous le dites ainsi, j'accepte. Alors, en Mais 5 minutes... c'est un peu plus que ça, dans tous les cas. Très bien. Oui. En 5 minutes, nous allons parcourir quelques-unes de vos préférences. Oui. Vous êtes prêts? Oh oui, bien sûr. Vous êtes ingénieur agronome, homme politique aussi? Oui, tout à fait. Très bien. Après le baccalauréat, vous êtes admis à 3 concours différents, mais vous choisirez d'aller à l'ENSA, devenu l'IRAD aujourd'hui. Pourquoi? Non, l'ENSA est devenu plutôt FASA à FASA, très parce que bien. l'IRAD, c'est l'Institut de recherche agronomique. Ok. Oui, en fait, j'avais choisi ça parce que j'ai grandi dans l'agriculture. Vous savez, mon papa était pasteur. Et nous, on vivait, ma maman était ménagère. Donc, on vivait avec les travaux de champ. Vous avez devant vous quelqu'un qui est parti à l'école avec l'argent du poulet qu'on vendait. Donc, j'ai grandi en accompagnant ma maman au champ. Et elle a commencé par m'apprendre beaucoup de choses dans le domaine agricole. Et je vais vous donner un secret. En réalité, un bon ingénieur agronome, dans un contexte comme le nôtre, il doit être formé à 45% dans une école, comme je l'ai fait à l'INSA. À 45 ou 6% en milieu rural avec les paysans. Parce que les paysans, ils ont de l'expérience. Et ma maman a contribué à ça. Alors lorsque j'ai passé les concours, de manière naturelle, j'avais un penchant pour l'agriculture, parce qu'il était question pour moi, à la limite, d'essayer de conceptualiser ce que je savais déjà faire dans la pratique. Parce que je peux vous l'assurer, en grandissant auprès de ma maman, tous les petits méandres de conservation, c'était à Bameka, à 15 km de Bafoussam, un village que j'aime très bien, accepté que je le dise, même si je suis de Bangwa. Alors, tous les petits méandres qu'on a pour conserver le macabo, les ignames, je les maîtrise. Pour conserver le plantain, ma maman m'a tout enseigné, et les hachets, etc. Alors moi, c'était avec plaisir que je me suis retrouvé, que je suis allé à l'INSA, et c'était pour conceptualiser. J'espère que je le fais pas mal. Alors, si vous n'aviez pas été ingénieur agronome, que seriez-vous? Je pouvais créer un champ, je pouvais être producteur, sans aucun problème. Je pouvais le faire. Et je pouvais, quand vous lisez mon livre, j'ai jamais chômé. Quand j'étais tout jeune, j'avais besoin de l'argent. Je suis venu à Douala, je voulais aller voir le match. On m'a dit qu'il n'y avait pas de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu pousseur. J'ai loué un pousse-pousse, j'ai fait Douala. J'ai même failli faire la prison ici à Douala. Parce que j'ai transporté le vin qui était volé. Mais je ne savais pas que c'était le vin volé. Mais j'avais constaté que le monsieur que je suivais, il était toujours à 30 mètres de moi. Mais je ne comprenais pas. Quand il arrivait à un carrefour, il me faisait signe comme ça. C'est quand j'ai raconté mon histoire à la maison qu'on m'a dit, c'est que si on me mettait la main sur moi, parce que j'ai porté le vin volé, lui devait disparaître dans la nature. Mais je ne savais pas. Donc c'est pour vous dire que par rapport à l'emploi, même maintenant, moi j'ai absolument pas de problème. Je sais me battre. Ça se voit que vous aimez le travail de la terre. Oui. Vous avez des champs? Bon, peut-être dire le travail de la terre, c'est peut-être trop dire. Mais j'ai plus un faible pour les producteurs. Donc il faut voir les producteurs avant la production. J'ai un faible pour ça. Vous demandez si j'ai les champs. Vous avez des champs? Mais non, pourquoi je dois avoir les champs, moi? Vous n'en avez pas? Non, pourquoi je dois avoir les champs? Alors vous arrivez. Si vous permettez, je vous dis quand même pourquoi. Ok. Je suis ingénieur de conception, madame. J'ai été formé pour concevoir. Il faut que vous le sachiez. Il y a ce qu'on appelle le savoir. Après le savoir, il y a le savoir-faire. Moi, j'ai été formé pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Savoir-faire, faire. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours essayé de me positionner là où j'accompagnais les producteurs. Avec votre permission, et votre permission, madame. Regardez la voix du paysan. Le premier numéro de ce journal, je l'ai créé en 1988. La voix du paysan. Ça, c'est ce qu'on m'a formé pour le faire.
Encore, je réponds à votre question, madame, avec votre permission. Regardez ces recueils, ces tomes, qui sont très connus des Camerounais. C'est moi qui les ai produits. Au Cameroun, à l'heure actuelle, comme livre pratique, ces 2 tomes ont eu déjà 5 tirages, parce que c'est des tomes recherchés. J'ai été formé pour ça. Alors quand vous voyez tous les combats que j'ai eu à mener pour pouvoir promouvoir la production agricole, promouvoir la vie en milieu rural, c'est ça ma formation. Ce qui signifie qu'il ne vous arrive jamais de labourer, défricher, cultiver, récolter. Je l'ai fait. Jamais. Non, mais vous l'avez fait. Si vous permettez, je l'ai fait quand j'étais jeune, je vous l'ai dit. Okay. Mais quand j'étais au Sahel, il faudrait que vous le sachiez. Au Sahel, on avait 70 hectares de terre à Bagam. Je vous donne l'information. Les pastèques que vous voyez aujourd'hui circuler dans la ville, c'est nous qui l'avons vulgarisé, qui l'avons introduit. Après l'expérimentation à Bagam. J'ai des pastèques. Les papayes solo, madame, quand vous voyez à Yaoundé, les jeunes mettent le papier et fendent. C'est nous qui avons introduit ça. J'espère que vous réalisez ça en 93. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas d'où ça vient. Monsieur Toguek, vous achetez ça, vous consommez, vous ne savez pas d'où ça vient. Les pastèques, c'était un produit de luxe. Mais nous avons banalisé la pastèque. Et c'est ça le fruit. Et c'est dans les champs que nous avons appris ça aussi. Puis on a fait nous comprenons que vous avez cultivé en priorité les fruits, c'est bien ça? Non, pas en priorité, les fruits. Il faut accepter que quand j'ai fait 2 ans à l'IRAD, à l'Institut de recherche agronomique, j'étais au niveau du programme fruitier. Je connais les variétés de 18 mangues qu'on a introduites au Cameroun, les 14 avocatiers, variétés qu'on a introduites au Cameroun. C'est parce que quand j'étais à l'IRAD, j'étais attaché de recherche, je travaillais dans le programme fruitier. Bon, après ça, avec le Sahel, quand je vous parle de la pastèque, je n'ai pas appris ça au niveau de l'IRAD. Mais c'était des fruits qui présentaient un potentiel à la fois en termes d'emploi et à la fois aussi en termes d'amélioration des conditions d'alimentation de nos populations. Et on a introduit la pastèque. Quel est votre repas préféré, Bernard? Non, le cuit. Ah non, là vous me faites venir l'eau à la bouche, madame. Le cuit, oui, je l'adore, j'aime manger ça. Je suis né dedans. Vous voyez un peu ce que c'est? Oui. Ce maiglouillant avec le couscous. Vous savez le cuisiner? Ah oui, ah oui. Très bien. Très bien. Les vous faites aider par votre femme ou pas? Non, ma femme ne sait pas faire le cuit, mais elle sait faire. Puisque ma femme n'est pas de ma région. Il faut que vous le sachiez. Vous voyez. Donc, moi, en termes de cuisson... Vous l'avez enseigné? Vous l'avez enseigné à la préparation d'une cuisse? Non, c'était pas opportun, c'était tard. Il y a des choses qu'on enseigne à un certain âge. Moi, avec mon occupation, je ne pouvais pas. Par contre, si vous voulez savoir, j'ai écrit un livre sur les recettes de ndolé. Parce que quand je sortais de l'INSA, j'ai fait mon mémoire sur le ndolé. Je connais le ndolé du bout du doigt, madame. Sous toutes les formes, parce que j'ai appris ça à l'école. Vous pensez que l'agriculture, c'est l'avenir du pays, c'est bien ça? Mais non, c'est plus que l'avenir. Mais on a perdu du temps, on a perdu des occasions. Vous avez eu l'occasion de fêter ce projet, madame. Je peux vous l'offrir? Merci. Je vous en prie. Alors, ce projet que vous avez entre les mains, les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. Nous, on a un seul rêve que j'aimerais que vous priez pour nous, madame. Que les Camerounais nous mettent à l'épreuve. En 5 ans, le Cameroun décolle avec ce projet que vous avez entre les mains. Alors, vos enfants sont-ils des agronomes comme vous? Non, absolument pas. Absolument pas. Ah oui, mon papa était pasteur. Il ne m'a jamais dit d'être pasteur. Et c'est ça aussi. Il ne m'a jamais... Vous n'avez pas orienté vos enfants vers l'agriculture, qui est plus que l'avenir du pays. On les a aidés à fréquenter, à choisir les filières. Maintenant, c'est libre à ces enfants de choisir ce qu'ils vont faire dans la vie. Mais absolument pas. Absolument pas. Je ne peux pas influencer à ce niveau-là. Alors, quel est votre hobby préféré? Hobby, bon, je fais le sport. Je joue régulièrement depuis 25 ans. Je pratique le tennis chaque soir quand je suis à Yaoundé. Et ça, c'est un plaisir pour moi. J'ai tout le temps pour faire ça. Vous passez généralement vos week-ends au village? Non. Non? Non. Vous ne voyagez pas beaucoup en direction du village? Si vous voyez mon emploi du temps, madame, vous allez avoir pitié de moi. Vous allez au village à quelle fréquence? Ça fait 30 ans, je n'ai pas 1 minute. Oui, je vais au village pendant la période des vacances. J'ai construit une grande maison au village, là où le terrain que mon papa m'a laissé. Et je suis le chef de famille, madame. Dans mon livre, vous allez voir que chaque 15 août, c'est bizarre, ils sont aujourd'hui près de 150 enfants que j'ai autour de moi chaque 15 août. Les enfants, les petits-enfants et autres. Et ça se passe au village. Alors, quel est votre moyen de locomotion préféré? Non, vous dites préféré? Oui. Non, il est connu du monde entier que le moyen le plus sûr, c'est l'avion. L'année qui s'écoule là... C'est celui que vous préférez également? Non, celui que j'utilise, comment vous dire que je préfère? Celui que vous préférez, c'est lequel? Ça dépend d'où on va. Vous voulez dire que je prends l'avion pour quitter la cuisine pour aller aux toilettes? Vous utilisez lequel le plus souvent? C'est la marche à pied.
La marche à pied. C'est ça, la marche à pied. Parce que la voiture, on est limité avec la voiture, on est limité avec l'avion, madame. Donc c'est la marche à pied. Et c'est un moyen de locomotion aussi qui n'est pas mal. Puis en même temps, c'est le sport. Très bien. Merci, Écoutez, Bernard madame, Djonga. Un moyen de locomotion. Ça me fait du bien, madame, parce que après le tiraillement de tout à l'heure, vous venez m'adoucir. Oui, c'est son rôle, c'était le rôle qui est dévolu à Diam Maïramou, faire retomber le mercure sur ce Merci, plateau. madame. C'est bien si vous reconnaissez qu'elle a réussi. Elle a réussi à faire retomber le mercure, mais nous allons remonter. Malheureusement, et peut-être pour le bonheur de nos téléspectateurs, nous allons faire remonter le mercure en revenant au financement. Non, aux effets économiques du programme des 40 mesures pour changer le Cameroun, pour changer par l'agriculture notamment. On voulait savoir comment ça va se faire, l'impact sur la richesse, sur le PIB, comment on va réussir à redresser la croissance par l'agriculture alors que nous sommes rentrés, en fait, en face de vous. On indique que le seul moyen de redresser l'agriculture, c'est impulser ou bien renforcer l'industrialisation. Non. Mais vous rentrez Non. un cran avant. Faites-nous la démonstration. Non. Je vous l'explique. Pour qu'on se comprenne, j'étais en Chine. 350 millions de petits producteurs. Chaque petit producteur a son carnet. Au Cameroun, nous avons 6 millions de petits producteurs. Nous proposons que chaque petit producteur ait son carnet. Dans son carnet, on sait ce dont il a besoin pour engager une campagne agricole réussie, en termes d'intrants agricoles, en termes d'outillage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait en début de campagne, puisqu'on a le carnet pour chaque producteur, en début de campagne, par région, après notre division, on apporte aux producteurs ce dont ils ont besoin pour réussir une campagne agricole. J'ai parlé de petits producteurs. Parce qu'il ne faudrait pas que nous refusions notre réalité. Le Cameroun compte aujourd'hui parmi ceux qui produisent près de 98% de petits producteurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les exploitations familiales, ceux qui ont moins d'1 hectare de terre. Allez voir, c'est eux qui forment la plus grande marge. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous m'avez entendu pointer du doigt ce qu'on a appelé l'agriculture de seconde génération. Parce qu'on n'avait pas encore soldé le compte de la première génération. Donc, on est encore à ce niveau-là. Si on réussit à faire en sorte que chaque petit producteur, en période de début de campagne, ait ses intrants agricoles, en qualité, en quantité et en temps. Imaginez ce que ça apporte à la production. Mais la Chine que vous citez, la Chine que vous citez, moi j'ai un problème. S'il vous plaît, la Chine que vous citez en exemple ne s'est pas développée avec l'agriculture. Je n'ai pas cité la Chine. Si vous permettez, si vous permettez, M. Tomé. Je veux simplement que vous expliquiez quelques exemples dans le monde des pays qui sont développés ou bien qui ont atteint le développement via l'agriculture. Je vous explique. Le Japon, c'est un pays industriel et technologique. Sa puissance, une puissance industrielle et technologique. Ils ont les ressources pour. Au Japon, à partir de 2 ans, on apprend aux enfants à coder. Le Cameroun a un potentiel naturel énorme. Donc on veut faire du Cameroun une puissance agricole. Et c'est pour ça que l'une des mesures que vous allez voir là, à 2 ans aussi, on apprend aux enfants ce que c'est que l'agriculture, ce que c'est que l'élevage. Pour qu'ils savent, en grandissant, d'où viennent les œufs qu'ils consomment, d'où vient la salade qu'ils mangent. Ça, je commence par là. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, il ne faudrait pas... Nous avons un avantage que nous voulons refuser. Le Cameroun ne peut pas éternellement être un pays où on est assis sur un cendrier et on meurt de faim. Le développement ne commence que lorsqu'on a fini de manger, de résoudre le problème de la famine. Tous les pays du monde que vous voyez, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, tous ces pays ont commencé par résoudre le problème de l'alimentation de leur population. Il faut que vous intégrez cela. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de la France par exemple. Aujourd'hui, en France, vous avez 4% de la population qui travaille dans la terre, qui vit au niveau agricole. Ici, chez nous, nous avons 70% de nos populations qui travaillent, qui vivent de l'agriculture. Et ces 70% sont incapables de se nourrir et de nourrir le reste de la population. Pire, on importe au Cameroun. Monsieur Touré, peut-être que vous ne le savez pas. Et le Cameroun exporte aussi. Et le Cameroun exporte aussi. Si vous permettez. Non, le Cameroun exporte aussi. Je veux revenir à vous. On importe au Cameroun 600 000 tonnes annuelles de farine. De ceux qui produisent, de ces 4% qui produisent en France aujourd'hui. Et les 600 000 tonnes de farine qu'on importe, tenez-vous bien, ça fait 100 milliards de francs. Absolument. Donc arrêtez de me poser la question d'où va venir l'argent. Le riz, 170 milliards. Le poisson,
160 milliards. Je viens de vous parler de la farine, 100 milliards. Qu'on paye pour importer. Vous Donc, allez remplacer ça comment? Arrêtez de dire... Non, vous allez remplacer comment? Mais en faisant produire. Comment? Mais est-ce que je vous explique? D'un trait. Mais moi, j'avais un autre souci. Hein. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez expliqué tout à l'heure la technique des Chinois, des planteurs chinois qui ont des carnets. Je prends la filière cacao. Vous connaissez bien le CICC. Qui le fait? Vous connaissez bien Madame Kate Focho, qui le fait avec des producteurs. Comment vous niez? Moi, mon problème, c'est l'originalité. Qui encadre les producteurs? Et aujourd'hui, le cacao camerounais, si sur le plan international, vous ne pouvez pas le nier, la fève a pris la qualité, c'est parce qu'à un moment donné, des gens ont travaillé. Moi, ce que je veux, c'est que vous essayez un peu de nous expliquer. Il y a des filières. Je prends le cas du palmier à huile. Le palmier à huile, à l'horizon 2025, on a décidé qu'il faut investir au moins 22 000 milliards dans ce secteur. Si on prend les pays de l'Afrique centrale, Grande Afrique centrale, ils sont au moins 10. Donc chacun doit apporter sa quote-part. Comment vous voulez expliquer aux gens qu'on aura de l'huile en grande quantité en injectant simplement 375 milliards en 5 ans? Peut-être sans mécaniser. Peut-être que vous pensez à l'agriculture sans la mécanisation, qui est un lourd investissement. Mais vous avez... C'est-à-dire, vous m'étonnez. Laissez-moi expliquer. Quand vous parlez de la production, vous voyez les milliards qui se trouvent en haut. Moi, je suis en train de vous parler des 500 francs qu'il faut mettre en bas. Pour que ça... Non. C'est clair. Non, c'est votre expression qui me fait rire. Oui, mais ce n'est pas votre démonstration qui est... Pour que ça... Oui, je vous parle des 500 francs qu'il faut injecter par le bas pour améliorer la qualité de vie des 70% qui vivent c'est des Camerounais. Et pour qui nous donne la production, pour qu'on décolle à travers l'industrialisation, à travers les PME et les PMI. C'est clair comme l'eau de roche. Monsieur Jean, mais vous refusez cela. J'ai toujours envie de revenir. Parce que je prends un autre pays à côté de nous, le Gabon, où le président est arrivé avec le projet Graines, que tout le monde connaît. Il a investi pas des 500 francs, des milliards, et le Cameroun importe aujourd'hui de l'huile venant du Gabon. Donc mon souci, c'est que vous réussissez. Vous êtes face aux électeurs. Les électeurs, vous les avez, ceux de l'affect, qui vont naturellement vous voter par familiarité. Mais il y a un électorat rationnel qui attend la faisabilité, de telle sorte qu'en vous confiant nos vies, on aura toujours le pain le lendemain, on aura toujours la pomme de terre le lendemain, on aura l'huile de qualité. Mais vous avez tout faux. Je suis en train de vous expliquer qu'on a 70% de nos compatriotes qui vivent de l'agriculture. Oui. Je vous explique que 97% de nos producteurs sont les petits producteurs de 2. Je vous ai dit qu'il y a des années où ces petits producteurs, j'y suis allé à moins de 40 km de Balmayo. Vous avez des petits producteurs qui n'ont pas de semences en période de campagne. C'est la réalité camerounaise. Absolument. Et je vous dis ceci, notre développement passe par ces petits. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à la base. Quand on parle de décollage du Cameroun, c'est fait déjà. Quand on parle ACFA et tout ça, ce sont des... C'est l'agriculture familiale. On vous a déjà dit qu'on change tout ça. Vous ne voulez pas accepter. Je vous le répète. Les projets et les programmes. Dans ce que nous vous proposons... Mon problème, c'est la faisabilité. J'ai remis ma copie à la jeune dame qui était là. Nous avons, ici, là, les projets et les programmes seront supprimés. Il faut que vous oubliez tout ça. Parce que ce programme est basé sur un diagnostic, lequel diagnostic a intégré tout ce que vous êtes en train d'énumérer à l'heure actuelle. On a analysé tout ça. Je vous ai expliqué le problème de la gestion du programme maïs au niveau du ministère de l'Agriculture. Vous ne me comprenez pas. Je dis ceci, c'est pour finir. Notre agriculture passera par notre capacité à mettre en place un système économique qui est inclusif. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et dans le cas d'espèces, nous avons une chance énorme. Parce que ces exploitants familiaux qui sont en milieu rural aujourd'hui sont dans un environnement qui est encore pour la plupart vierge et qui est fertile. Il est simplement question pour nous de leur donner les moyens pour que l'agriculture, qui est leur activité, devienne une activité qui doit être reconnue. C'est un autre élément qu'il faut intégrer ici. Parce que si vous savez, vous voyez nos livres d'école... J'ai envie de vous couper. Si vous voyez nos livres parce que le Cameroun, c'est pas le problème. Non, attends. Oui, je pose la question. Je pose la question. Est-ce que le Cameroun a un problème aujourd'hui de production ou bien
de chaîne de valeur permettant à ce qui est produit à Yoko, ce qui est produit à Yoko puisse arriver à Yaoundé. Est-ce que ce n'est pas ça le problème du Cameroun? Je vous dis que chaque année au Cameroun, on importe pour 500 milliards de francs. Est-ce que ça veut dire qu'on ne produit pas? Non, mais ça veut dire que la production est non, monsieur. En fait, voilà comment je comprends la question de Pierre K. C'est le problème de la desserte. Si c'est produit dans les bassins de production et qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de chemin de fer pour transporter ce qui est produit des bassins de production vers le marché de consommation. Comment on fait? Et en 5 ans, vous dites que vous allez mettre en œuvre, en 5 ans, est-ce que vous allez construire les routes, les chemins de fer en moins de 5 ans? Mais vous posez les problèmes qui sont entrés dans le diagnostic que nous avons fait pour sortir ce projet. Et vous m'empêchez de vous apporter des réponses Nous avons posé une question, si vous permettez, fermée. On fait comment pour réaliser les moyens de communication en moins de 5 ans? Dans une des mesures ici à l'intérieur, on a parlé de l'aménagement des 5 régions. Je prends, si vous me permettez de me laisser parler, je prends la région des Hautes-Plaines, c'est-à-dire c'est l'Adamawa. Cette région a 120 000 km². C'est la deuxième région des 5 en termes de superficie. La première à 165 000 km², c'est la région forestière. Alors, dans cette région, la densité de la population, c'est 10 habitants au kilomètre carré. Donc, il y a de l'espace. Et suffisamment d'espace. Laissez-moi développer. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons cette chance que ces hautes plaines sont extrêmement favorables à l'élevage. Et une bonne partie de l'espace que nous avons là-bas est occupée par le pâturage. Qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons qu'on réduise le pâturage. En réduisant le pâturage, on doit éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Alors comment? 1. Subvention sous forme de production pour ceux qui font l'élevage, parce qu'il faut que nous augmentons notre cheptel de bêtes. 2. Subvention sous forme de prime à la production pour ceux qui vont produire le forage. L'espace qui reste, et c'est là où nous proposons quelque chose de vachement intéressant. Essayez de me suivre. En ville, vous avez la maïture. La maïture morcelle les terres et met à la disposition des usagers. Nous proposons qu'en milieu rural, il y ait aussi la maïture. C'est-à-dire, on morcelle donc les terres, cette fois c'est les terres agricoles. 50 hectares, 150 hectares, 200 hectares, c'est suivant les cas. Dans une région comme celle-là. Alors, quand on a morcelé ces terres, on apporte la route. Regardez comment ils sont en train de résoudre le problème d'infrastructure. On apporte la route. Là où il y a le pont, on fait le pont. On apporte la lumière, on apporte l'eau d'irrigation. Et on va plus loin. Sur chaque parcelle, on donne la qualité du sol et on peut aussi donner les produits qui poussent cette parcelle. On peut dire que c'est théorique. Et on met ça. Mais non, c'est théorique. Alors, si vous voulez trouver tout théorique. C'est théorique. Si vous voulez trouver tout théorique, il ne vous reste plus qu'à nous mettre à l'épreuve. Non, monsieur, je voudrais vous poser une question. Hein. Oui. Je suis d'accord que l'intitulé de votre projet est possible au Cameroun. C'est possible. C'est la cible du projet. C'est le Cameroun. Oui, bien sûr. Nous sommes dans un monde qui se globalise. J'imagine que vous pensez déjà à une extension sur la sous-région Afrique centrale. Comment on n'évolue pas en vase clos? Le cœur de notre projet, c'est d'abord le Cameroun. Parce que tout ce qu'on importe aujourd'hui, je vous dis 500 milliards de choses à manger. Il faut qu'on occupe d'abord, qu'on conquiert d'abord notre marché domestique. Vous ne pensez pas aux voisins? Et après, mais bien évidemment. Ce n'est que lorsqu'on aura saturé notre marché qu'on s'attaque à l'exportation. S'il faut que ce soit clair. Quand on a saturé notre marché, on s'attaque à l'exportation, on s'attaque à la transformation à travers l'industrialisation. En ce temps, on est sourd à la demande des voisins en matière de vivres. Mais pourquoi sourd? On est sourd. Il y a une période où les gens se plaignent. Si nos voisins n'ont pas de ressources en matière de vivres, ça peut déstabiliser la sous-région et mettre en mal tout le programme. Alors qu'on recherche des équilibres. Vous savez qu'à un moment ici dehors, les gens se plaignaient que les Gabonais venaient acheter les vivres dans les champs. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça, je crois. Les gens se plaignaient que la vie est chère parce que les Gabonais viennent acheter le régime de plantain dans les champs. C'est le monde à l'envers. Et ça, vous comprenez? Tout le monde aimerait qu'on vienne acheter ces produits dans les champs. Donc, dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la production. Or, ceux qui se plaignent et ceux qui vendent aux Gabonais n'ont pas de moyens pour augmenter la production. Mais c'est ce que nous proposons aux Camerounais dans ces mesures. Et dernière question avant le duel, dernière question vraiment. Oui. Vous proposez un projet agricole au moment où, pour le cacao notamment, qui est une des figures emblématiques de l'agriculture au Cameroun, les prix du cours ont chuté sur le marché à plus de 50%. Est-ce que vous pensez que l'agriculteur ou le producteur local est
prêt à écouter votre discours au moment où il n'arrive pas à vendre son cacao parce que les cours ont baissé sur le marché mondial, parce qu'il y a surabondance, parce que une des raisons évoquées pour la baisse des coûts du cacao, c'est qu'il y a surabondance de la production. Et vous demandez qu'on multiplie la production au moment où la surabondance peut causer la chute des cours. Qu'on diversifie d'abord. On n'est pas lié au cacao en tant que tel. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous ces producteurs qui ont des problèmes de coût de cacao, s'ils avaient diversifié leur production, s'ils avaient eu des moyens pour diversifier leur production, ils ne sentiraient pas le coût dont vous parlez aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on insiste sur le fait qu'on a besoin de nourrir d'abord nos populations. Il faut que ce soit dit. Et j'insiste sur ce fait-là. On a besoin de nourrir d'abord nos populations, d'inonder nos marchés, de vivre, de faire en sorte que les exploitations familiales soient des usines à production du vivre, et on fera le pas par rapport à l'exportation. Le cacao dont vous parlez reste une culture industrielle. Mais je suis en train de vous dire que par rapport à ce qui est culture vivrière, on a des problèmes. Le maïs, imaginez le maïs. Là, en 2016, les chiffres que j'ai, on a importé, tenez-vous bien, pour 30 000 tonnes de maïs. 10 milliards de francs qu'on a perdu à l'importation de maïs, alors qu'on produit le maïs partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a ce problème-là qu'on devrait affronter. Ce projet-ci, je vous le dis pour une fois de plus, c'est le fruit d'un diagnostic qui intègre même le jeu entre les cultures industrielles et les cultures vivrières. Merci Bernard Dionga. Nous allons revenir à la deuxième dorsale de notre émission dans une quinzaine de minutes, dans un quart d'heure. Ce sera pour revenir sur les traits de votre personnalité. Vous savez, l'élection présidentielle pour laquelle vous avez déclaré votre candidature est une rencontre entre un homme et un peuple en dehors du programme. Nous allons donc explorer les aspects de votre personnalité tout à l'heure. Mais le temps pour nous de prendre le duel, et nous avons choisi quelqu'un qui a un peu votre profil. Il a bourlingué dans la société civile avant d'entrer en politique dans le FSNC. Il est militant écologiste, comme vous avez été militant des causes de la défense des intérêts collectifs. C'est le moment du duel dans un instant. Après cette longue transition, nous recevons Didier Yimkwa. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Vous êtes dans l'arène ce soir pour la première fois. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir en face de moi quelqu'un qui peut être président de la République demain. En tout cas, qui a déclaré sa candidature à la présidentielle. Merci, c'est le moment du duel, 15 minutes. Bonsoir, Président Dionga. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Je suis heureux de vous recevoir, d'avoir en face de moi Bernard Dionga, que je vois toujours à travers les médias. Je vais vous poser une petite question. Il y a quelques années, vous avez pris le front anti-OGM. Oui. J'ai apprécié en tant que militant écologiste. Oui. Êtes-vous un panafricaniste dévoué? Qu'est-ce que vous entendez par panafricaniste? Non, répondez à ma question. Il faut que je comprenne la question avant de pouvoir Je dis, répondre. est-ce que vous partagez l'idéologie du panafricanisme? Je suis un Africain, je suis un Camerounais, je suis ouvert au monde entier. Oui, je suis ouvert même dans ma pensée au monde entier. D'accord, je vais partager avec vous une réflexion de Jacques Kapla. Jacques Kapla est un agronome comme vous. Il est ethnologue, spécialiste de l'agroécologie. Voici ce qu'il dit. Il dit la clé de la sécurité alimentaire est dans la souveraineté alimentaire. L'Afrique pourrait réduire son niveau de pauvreté plus rapidement en privilégiant la production alimentaire de base plutôt que des cultures d'exportation. Il se met contre l'agriculture conventionnelle qui est perfusée par un certain nombre d'engrais chimiques et de pesticides qui affament la population, qui tuent notre espace environnemental.
vous pouvez vous retourner et dire à votre compatriote que si demain vous êtes chef d'État, vous allez implémenter l'agriculture biologique. Mais écoutez, tout est question de proportion. Est-ce que vous avez un pays au monde qui ne vit que de l'agriculture biologique? Vous avez deux modèles d'agriculture au jour d'aujourd'hui. C'est un sujet assez clivant, c'est un sujet très politique. C'est l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Et l'agriculture conventionnelle est entre les mains des multinationales, des grandes exploitations agricoles qui affament le peuple. Retournez-vous, dites à vos compatriotes que si demain je suis président de la République, j'implémenterai l'agriculture biologique. Non mais écoutez. Ou bien vous allez suivre l'agriculture conventionnelle. Bon, si vous allez suivre avec l'agriculture conventionnelle, on peut avancer. Je vous ai expliqué, tout n'est que question de proportion. Okay. Il faut que vous compreniez que tout est question de proportion, tout est question de lieu, tout est question de zone. Okay. Quand vous prenez le cas du projet que nous avons proposé au Cameroun, on parle de 5 zones agroécologiques. Je suis d'accord. Vous avez des zones dans lesquelles les cultures qui y poussent de manière naturelle. Ben, vous êtes d'accord avec moi que bien de grandes exploitations agricoles utilisent les OGM au Cameroun? C'est encore marginal. C'est encore très marginal. Si. Sur les cotons, utilisent les OGM. Non, alors là, vous parlez, même au niveau de la sur les cotons. On a des semences transgéniques. Non, attendez. Que je suis particulièrement, j'ai manifesté à l'hôtel Hilton, c'était lors d'une rencontre où on parlait de cette vous parlez de la culture. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de la culture générique. On se dit agriculture biologique ou agriculture conventionnelle. Non, ça ne se tranche pas comme vous dites là. Ah bon? Pour ce qui concerne la sauce de coton et ce qui concerne les OGM au Cameroun, oui. Je vous l'explique. Au niveau de la sauce de coton, il y a une expérimentation qui est en cours d'implication du côté BT, du coton BT. Mais au moment où cette expérimentation pouvait déjà se terminer, on a constaté que le coton BT qui a été utilisé au Burkina Faso donne des résultats contraires. Et du coup, on est en train de lever le pied sur le frein, d'interroger l'introduction de ce coton BT au Cameroun. Oui. Nous, on suit ça. Pour la raison essentielle qu'il y a une dimension scientifique dans l'utilisation des OGM qu'il faut comprendre pour ce qui concerne le coton. Par contre, pour toutes les autres cultures, nous n'avons pas un système qui est mis en place dans notre pays qui puisse surveiller l'entrée des engrais. Non, j'interroge un candidat aux élections présidentielles. Mais bien sûr. Le bilan revient à Paul Biya, qui peut-être demain sera votre adversaire politique. Dites-nous ce que vous allez faire. Dites-nous ce que vous allez faire. Ne parle pas du bilan de M. Biya, du renouveau. Non. Dites-nous ce que vous allez faire. Je ne parle pas de ce bilan. Parce que vous dites que nous, vous parlez là d'un système qui résiste. Vous êtes dans le changement. Dites-nous que, voilà, si demain je suis chef d'État, je choisis soit peut-être une agriculture hybride, entre la conventionnelle et puis la biologique. Ce que nous proposons au Cameroun dans ce projet, dans chaque région, il y a un diagnostic qui doit être refait. Il faut que je comprenne très bien. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous allons donner les orientations en ce qui concerne l'utilisation ou non des engrais ou bien des produits phytosanitaires de synthèse. Il faut que vous intégrez cela. Vous avez remarqué que même à l'heure actuelle, en tant que CRAC, nous sommes extrêmement vigilants pour tout ce qui est introduit dans le milieu agricole et qui présente un semblant de doute. Et c'est pour ça que vous nous avez vu manifester contre les OGM. Et nous suivons ça de très près. Bon, allons-y, Bernard Ndiong, on n'a pas assez de temps. Vous parlez des régions agroécologiques. Ça m'intéresse, je suis militant écologiste. Mais il y a un problème d'accaparement de terre. Il y a un problème, lorsque vous prenez par exemple la zone sahélienne, on est là à l'extrême nord. Si je prends pour référent le plan national de lutte contre la désertification, vous avez à peu près 4 millions d'hectares de terre ardénisés, impraticables à l'agricole. Lorsque vous descendez dans la zone de transition, dans la Damawa, vous avez le front industriel qui grignote, c'est-à-dire les exploitants agricoles comme sur des cotons, qui ont un appétit gargantuesque sur les sols. Allez-y. Ça peut aller? Oui, allez-y. Merci. Lorsque vous allez par exemple à l'ouest, dans la zone agroécologique de Haute-Terre de l'Ouest, je prends le cas de Bamboutos, j'y ai travaillé. Il n'y a plus assez de terre. Il n'y a plus assez de terre parce qu'il y a une croissance exponentielle de la population agricole. Et l'État Cameroun est en train de déplacer certaines populations vers certaines zones qui, je suis convaincu que ça posera un autre problème parce qu'il faut avoir des confrontations entre les populations qui arrivent et les populations autochtones. Si vous êtes président de la République demain, M. Ndjonga, vous feriez-vous comme
comme Mugabe, arracher les terres, peut-être aux grosses pompes du régime, aux gros pompes du régime, hein, ou bien arracher les terres à ces exploitants agricoles et les mettre au service des populations vulnérables qui n'ont pas accès aujourd'hui à la terre arabe. Le problème existe, mais il n'y a pas l'ampleur que vous lui donnez. Ah bon? Oui, il faudrait que vous reteniez. Vous avez fait un tour à Bouddha. Toutes ces régions. Vous étiez à Nangaï Boko, non? Toutes ces régions, je les connais. Vous étiez à Mundemba, dans la zone forestière monomodale. Mais bien évidemment. Vous savez très bien que là-bas, il y a une société américaine qui a pris à peu près 75 millions d'hectares de terre et elle est même allée jusqu'à enfermer le leader. J'ai même fait l'étude sur ce projet dont vous parlez, donc je connais toutes ces régions. Le problème que vous posez est réel, mais il n'a pas la dimension que vous évoquez. Écoutez-moi, sur les 475 000 km² que nous avons 15% de terres agricoles. De ces 15% de terres agricoles, il n'y a que 29% de terres qui sont utilisées à l'heure actuelle. Je vous appuie, je me refais sur les données de l'Institut national de statistique. Hein. Oui, je vous les donne. Oh ouais, qui sont je vous les donne, qui sont actuelles. Oui. Sur les 15% de terres arabes dont nous disposons, il n'y a que 29% qui sont mises en exploitation. Ce que nous proposons ici, et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué quand j'ai parlé de la maïture, ça veut dire qu'il y a des terres qui existent qu'il faut aménager pour les rendre agricoles, pour résoudre en partie la demande en terre que certains Camerounais qui ont envie d'investir en milieu rural posent encore aujourd'hui. Parce que je suis d'accord avec vous que le problème foncier reste un des problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne la zone sahélienne, vous avez fait un tour en Israël, j'y étais. C'était un désert. Les terres dont vous parlez d'aridité, c'est des terres qui peuvent être viabilisables. Et dans ce projet-ci, une fois de plus, nous avons prévu qu'il faut retransformer ces terres qui sont en train de s'arider en des terres agricoles. Question d'eau, essentiellement. Et dans ce projet, et nous le disons, même à un autre moment, nous l'avons dit, la région la plus fertile du Cameroun à l'heure actuelle, c'est la région de l'extrême nord. Si on considère les 10 régions, c'est la région de l'extrême nord. La région la plus fertile du Cameroun. Malheureusement, c'est dans cette région que le PAM s'est installé depuis 20 ans pour donner à manger aux gens. C'est dans cette région que les gens souffrent de famine. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Oui. La région de l'extrême nord. Alors, nous disons ceci. Tant qu'on n'aménage pas ces terres que nous sommes en train de perdre, parce que c'est aride, les populations se laissent entraîner par le fait d'aridité et abandonnent le potentiel naturel que ces terres ont pour pouvoir produire, pour donner du vivre. Nous pensons qu'il faut renverser cela et c'est prévu ici, la récupération des terres qui sont arides. Depuis cette soirée, même pas un mot sur les changements climatiques. Vous connaissez Jean-Michel Valentin, il est auteur du livre La géopolitique de la Terre, de la planète déréglée. Mais écoutez, il explique dedans que les changements climatiques doivent être un sujet central, c'est-à-dire le marquant politique entre les partis et puis les électeurs. Vous n'en faites pas cas. Je veux vous le dire, avec votre permission. Climato-sceptique. Je veux vous le dire. Êtes-vous climato-sceptique? Dans ce projet, non, je l'ai lu. Il n'y a pas, ne parlez pas des changements climatiques. Non, je reviens sur le changement. Climato-sceptique. Je réponds à votre question. Oui ou non? Dans ce projet, le premier levier que nous proposons dans ce projet est agricole. L'agricole qui est assis sur 3 piliers. Et parmi ces piliers, il y a l'environnement et la forêt qui en est un. J'ai dit 4 piliers, vous m'excusez. Il y a la lutte contre la corruption, il y a la refonte de l'État et de l'administration, il y a l'influençation sur l'éducation de base au niveau fondamental, et il y a l'environnement et la biodiversité. C'est pour vous dire que c'est au cœur de notre préoccupation. Je continue, puis c'est une mesure que nous avons ici, avec votre permission. Allez-y. Ce que nous avons dit ici à l'intérieur, dans les 15 prochaines années, les pays qui auront réussi à protéger et à gérer de manière intelligente leur biodiversité et leur bassin forestier. Dieu merci, nous sommes parmi les pays qui ont des bassins forestiers aujourd'hui qui sont jalousés par la plupart d'autres pays. Donc, nous aurons contribué. Vous êtes au courant que dans la zone agroécologique de Haute-Mer de l'Ouest, on a perdu à peu près 10 000 hectares de raffia dans les bas-fonds. Je pense qu'à l'époque, vous devez être encore ministère de l'Agriculture. J'ai jamais fait le ministère. Ah bon? Non. Ok, mais vous êtes quand même au courant de cette problématique. Que les raffia, que les bas-fonds, ça sèche dans la région de l'Ouest. Oui, mais puisque... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le problème,
allez-vous parler de cette région de l'Ouest? Oui. Le problème à l'Ouest, si vous permettez. Et puis il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs qui entraînent l'assèchement des bas-fonds. Il y a d'abord les cajots qui sont fabriqués à partir des bambous frais. Deuxièmement, il y a l'agriculture contre-saison. Mais bien sûr, le maraîchage. Oui, qu'est-ce que vous dites? Quelle solution? La région dont vous parlez, l'étude que nous avons réalisée et que j'ai pilotée, c'est des régions où le seuil de morcellement de terre a été dépassé depuis 1975. Essayez de me comprendre. C'est-à-dire, le seuil, traditionnellement, le parent morcelait ses terres entre les enfants. Mais le seuil de morcellement dans cette région a été dépassé depuis 1975. Et c'est pour cette raison que vous voyez que les gens ils vont en exode. Bon. Or, ceux qui sont restés et qui forcent, ils sont bien obligés de grignoter. Bon, je vais vous dire quelque chose. En décembre 2015, à la veille de la COP21, le président Biya a pris un engagement de réduire nos gaz à effet de serre de 32%. D'ici 2035 à partir de 2010. Beaucoup d'experts pensent que c'est assez audacieux pour un pays, parlant de la réduction, parce qu'il s'est accroché sur deux approches complémentaires de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation et la réduction. Bien des experts comme vous pensent que le président Biya a été audacieux parce que le Cameroun n'a pas un tissu industriel embryonnaire. Si vous êtes président de la République, vous allez faire comme Trump, vous allez forcer cet engagement et mettre ça dans la poubelle. Ou bien vous allez continuer avec. Dites-moi. Oui. Les 10% ont été mesurés quand et avec quoi pour ce qui concerne le Cameroun? Mais vous étiez où? Vous savez ça? Mais vous étiez où? Non, je vous pose la question. C'est vous qui me posez la question. Oui. Et je vous réponds. Non, moi je ne suis pas ici le communicateur du président Biya. Vous n'avez rien dit à l'époque. Moi, j'ai rencontré d'autres présidentiels comme vous qui ont dit que non, le président Biya aurait dû passer cela à l'Assemblée nationale, comme dans d'autres pays. Non, je vous pose la question. Non, je dis que répondez au président Biya. Ou au Cameroun. Qui est votre prochain adversaire politique? Ne me demande pas la question. Moi, je suis un militant, je suis de la plèbe, je suis du bas. On aurait dû passer par une loi. Voilà, je vous pose la question. Pour adopter les accords de Paris. Mais je suis en train de vous expliquer les dispositions pour pouvoir mesurer les effets Donc, pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'engagement présidentiel, c'est que si demain vous êtes président de la République, vous allez passer, vous allez faire Paris pendant la COP21, est-ce que vous étiez d'accord? Engagement pris par le Cameroun. Chaque engagement qui a été pris, comme même les accords, nous le disons clair et net, seront réévalués. Voilà. Par rapport à la réalité du projet que nous proposons aux Camerounais. C'est tout à fait comme les accords, comme les accords pour terminer. Peut-être pour signaler pour la gouverne des téléspectateurs, comme les accords avec le FMI, comme les accords avec l'autre institution de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale. Nous sommes dans un programme triennal. Vous allez arrêter tout cela. Non, mais je vous dis, comme Trump, vous allez tout froisser. Tous ces accords seront réévalués à la lecture de notre projet qui a pour premier levier l'agriculture. Bon, dernière question pour sortir du duel, nous allons prolonger. On parle de la décentralisation. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous alignez la répartition administrative sur la répartition naturelle. Mais vous avez oublié un autre type de décentralisation, la décentralisation formelle et structurelle. Vous parlez beaucoup plus de la décentralisation territoriale. Donc si vous êtes élu, les hôpitaux, les universités, les recteurs, les directeurs seront élus par leur père. Non mais écoutez, dans la décentralisation que nous non, vous n'avez pas la décentralisation territoriale. Mais bien sûr, il y a un pouvoir. Vous n'avez pas parlé de la décentralisation fonctionnelle et technique. Tel que ça se passe. Il y a deux types de décentralisation. Est-ce que les gouverneurs vont disparaître pour laisser place aux présidents de région avec les mêmes compétences? Est-ce que les postes de préfet vont disparaître? Est-ce que les postes de sous-préfet vont disparaître? Est-ce que les directeurs des hôpitaux seront élus par leur père? Est-ce que les recteurs seront élus par leur père? La question est très simple, oui ou non? Nous, on a situé notre proposition dans une continuité. Le chef de l'État, dans son discours de fin d'année, a demandé qu'il faut qu'on aille au bout de la donc vous ferez comme le président Biya. Si vous permettez. Qu'on aille jusqu'au bout. Mais bien sûr, je le cite. Donc c'est bon. Mais bien sûr, c'est le chef de l'État. Oui. Vous pouvez être son ministre de la Culture au cas où vous perdez. Vous avez fini avec la première question. On me l'a proposé plusieurs fois, je n'ai pas accepté. Si vous voulez savoir, ça va. Et si. Alors, je disais donc ceci, si vous permettez. En réalité, le chef d'État lui-même a demandé lors de son discours de fin d'année qu'il fallait qu'on pousse la décentralisation jusqu'au bout. C'est ce qu'il a demandé. Or, quand on parle de pousser la décentralisation jusqu'au bout, c'est qu'il y a un certain nombre de prérogatives qu'il faut donner aux structures décentralisées. Il faut y aller en l'accompagnant avec les moyens qui permettent à ces structures de pouvoir gérer
gérer les fonctions qui ont été décentralisées. Or, dans le contexte actuel, je vous fais remarquer, je ne vous apprends rien. Les conseils régionaux ne sont même pas encore désignés, ne sont pas élus. Ça veut dire que l'élément qui doit porter le pouvoir politique dans les régions... Non, on veut savoir. Mais on veut savoir pour l'option. Pour l'option, Oui, le voilà. président de la République a annoncé la décentralisation. Il a dit que tous les organes seront mis en place au regard de la Constitution de 1996. On soupçonne que ce soit une décentralisation administrative, c'est-à-dire que créer toutes les administrations qui confèrent au Cameroun l'appellation de décentralisation. Mais au niveau fonctionnel, est-ce que c'est les élus qui auront plus de pouvoir sur ceux qui sont arrivés par des moyens décrétaux? Mais bien évidemment. Mais ça va de soi. Parce que même dans le contexte actuel, si les conseils régionaux étaient déjà établis, ce n'est pas élection. Et ces conseils régionaux, au regard rien que de la constitution actuelle, ont un pouvoir sur l'orientation. Sur ceux qui sont nommés. Mais bien évidemment. Merci. Merci Didier Yongoua. Merci pour avoir vous êtes prêté au jeu, du duel, un duel courtois, comme on le veut beaucoup plus dans ce programme, l'arène. Merci Bernard Djonga de vous être prêté au jeu, mais vous ne nous quittez pas, nous continuons avec la deuxième dorsale de ce programme qui concerne votre personnalité, je l'indiquais tout à l'heure. Alors Bernard Djonga, je voudrais savoir, comment comptez-vous être candidat à la présidentielle qui manifestement sera organisée autour d'octobre prochain? Vous avez lu le code électoral et ses dispositions, les dispositions de l'article 161, si je ne me trompe pas, sur les conditions à remplir pour être candidat à la présidentielle. Bien sûr. Il faut être porté par un parti politique qui a au moins un élu. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que ça aussi. Non, c'est ça qui m'intéresse pour le moment. On va évoluer. Au moins, il faut être porté par un candidat, un parti politique qui a au moins un élu, ou bien il faut présenter les 300 signatures, donc 30 par région. Donc il y a ces deux conditions qui s'équivalent. On est d'accord là-dessus? Alors, vous ne m'avez pas laissé le temps de développer ça tout à l'heure. Ça va vous surprendre. Les élections qui ne sont même pas encore annoncées. Nous sommes déjà presque connu. Oui, si vous permettez. Nous sommes déjà en train de les gagner à notre sens. Parce que le combat qui est le nôtre au niveau du CRAC, c'était de porter la chose de l'agriculture au cœur du débat politique et au cœur des préoccupations de développement de notre pays. Vous allez constater que de plus en plus, les gens prennent ça en considération. Je vous l'ai aussi dit tout à l'heure, ce projet-ci, il est déjà suffisamment gonflé par la contribution des gens que je profite de cette occasion pour remercier. C'est des Camerounais de tous bords. Je dis bien de tous bords. Ils participent déjà, ils s'approprient déjà ce projet. Ce faisant, je peux vous le dire ici, nous n'avons pas tellement d'inquiétude pour pouvoir remplir les conditions d'être éligible ou d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais l'assurance parce que, si vous permettez, de tous ceux qui marquent leur accord aujourd'hui sur ce projet, on trouvera 30 Camerounais élus dans les 10 régions du Cameroun. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Parce que j'insiste là-dessus. Vous savez le projet que le CRAC propose. Quelles sont les signatures qu'on attend? Je le sais. Je vous réponds. Pour les téléspectateurs, le projet que le CRAC propose, ce sont les signatures d'élus, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou au Conseil régional, ou au Conseil municipal. Même des chefs supérieurs, des membres de chambres consulaires. Mais bien sûr. 30 par région. 300 signatures au total. Mais bien sûr, c'est faisable. C'est faisable. Cette condition est faisable par le CRAC, de par le projet. Je vais vous dire une chose. La pratique a montré que c'est une condition qui est difficilement. C'est pour ça que je parlais d'assurance. Je vous parle d'un projet qui aujourd'hui est en train d'emballer les Camerounais de tous bords. Essayez de me comprendre. Là, vous êtes en train qu'il soit du RDPC, que ce soit du FDF et de n'importe quel autre parti. Nous, on ne cherche pas de couleur par rapport à ce projet. Nous le présentons aux Camerounais, que les Camerounais s'en approprient. Dieu merci, c'est ce que nous sommes en train de sentir à l'heure actuelle. Je vous ai donné des exemples. Demain, si vous permettez, demain, sont ces Camerounais, vers ces Camerounais, que nous irons chercher les 30 signatures par région. Ça, c'est deux. On a parlé de 30 millions de francs CFA de caution. Demain, sont ces Camerounais qui mettront les 30 millions de francs CFA. En tout cas, vous n'êtes pas à la rue. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Type de souci. Même si les Camerounais ne prêtaient pas les 30 millions, on ne doute pas que vous trouverez le moyen de les avoir. Merci. Alors, si vous permettez, ce que nous sommes en train de découvrir avec le projet du CRAC, c'est que la vraie problématique des Camerounais qui ne vont pas s'inscrire sur la liste électorale, c'est parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de rêver. On ne leur donne pas l'occasion d'avoir de l'espoir. On m'a posé la question de savoir, le CRAC est implanté dans quelle région? Je vous le dis ici.
C'est maintenant que nous sommes en train de commencer. Mais monsieur Ndjonga, vous n'êtes pas le premier à faire revue. Je voudrais savoir, je voudrais peut-être, monsieur Bernard Ndjonga, s'il vous plaît. Vous annoncez une candidature indépendante, selon la formule consacrée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça s'appuie pas sur un parti politique. À la présidentielle, une candidature indépendante. C'est comme ça qu'on appelle la catégorie de candidature qui ne s'appuie pas sur un parti politique. Non, les deux hypothèses sont sur la table. Nous utilisons l'une ou l'autre hypothèse pour être éligible. Le cas est qualifié pour la première hypothèse. Pour la première, vous n'avez pas d'élu. Vous n'avez pas d'élu. Vous n'avez pas d'élu. Mais bien sûr, si c'est ce cas de figure, je vous dis, les deux hypothèses sont sur notre table. On peut faire alliance avec un parti qui a un élu. Il y en a une vingtaine seulement. Il y en a. Une vingtaine. Comme on peut mobiliser les 300 signatures, donc 30 par région. C'est faisable et je vous l'ai expliqué. Et je vous rassure d'une chose, le CRA, son candidat sera éligible pour concourir. J'attendais une réponse de ce genre. Vous espérez qu'il y aura une élection municipale avant la présidentielle? Si on respecte qui vous permettrait une élection régionale quelques conseils avant la présidentielle qui vous permettrait d'avoir quelques élus locaux. Ce que vous dites est du pouvoir du chef de l'État. Je parlais de l'espoir. Oui, bien sûr. Non, on n'a pas. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça vous arrange que ce soit toujours du pouvoir du chef de l'État? Vous dites. Est-ce que ça vous arrange que ce soit toujours la loi électorale, les élections, le calendrier électoral? Vous voulez modifier la Constitution ici sur la table? Non, non, il faut qu'on se comprenne. Non, mais on veut savoir ça vous arrange. On veut savoir au moins si des élections régionales avant la présidentielle. Sur les échéances telles que. On est indifférent aux deux. On prendra ce qui va nous être proposé et on est prêt dans un cas comme dans l'autre. C'est une réponse que je vous donne. Monsieur Ndjonga, je voudrais savoir, la question elle peut être saugrenue. Sous quel manteau est-ce que vous aimeriez vous présenter aujourd'hui? Président de parti politique, acteur de la société civile? Je suis Bernard Ndjonga. Oui, ma personne ne se cache plus, les Camerounais me connaissent. Acteur de la société moi qui civile? suis devant vous. Moi, président ça de fait partie de ma vie. Président de parti politique? Ça fait partie de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie de ma personnalité. Vous ne pouvez pas exclure cela. J'ai fait 30 ans de combat en tant qu'acteur de la société civile. Et je vous ai expliqué pourquoi. J'ai compris qu'avec ce combat-là, on ne faisait pas bouger les lignes. C'est au niveau politique qu'on prend les vraies décisions. Et on a migré en politique en gardant notre personnalité. Toute l'expérience que j'ai eue. Je vais vous dire une chose qui je veux terminer sur votre livre, si vous permettez. Je l'ai lu. Est-ce que vous êtes comptable de tous les échecs qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture? Parce que vos 30 ans, c'est carrément tous les grands événements agricoles qui ont eu lieu au Cameroun. Le dernier comice, vous étiez partie prenante, le Fort Belmanière. Les autres combats, vous avez initié le SIAC en 1999, vous avez rencontré les membres du gouvernement, vous êtes allé jusqu'à Itoudi. Est-ce que Bernard Ndjonga n'est pas comptable de tous les débats qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture? J'ai occupé quelle fonction dans l'agriculture sur le plan national? Aucune fonction, mon cher ami. Étatique, vous avez aussi étatique, bien sûr, c'est là où il y a les moyens. Mais lui, et là où il y a les moyens. Vous avez fait des propositions à un certain moment. Si vous permettez, il y a ce que les Camerounais. Je vais vous permettre de mieux répondre. Parce qu'avant le comice de 2011, on a eu l'impression que vous boudiez l'événement. Mais quelques jours avant, on a vu les stands impliqués à haut niveau. On vous a vu très à haut lieu. Mais bien sûr. Si bien qu'on vous a soupçonné. Vous le dites, vous le dites dans votre livre. Si bien qu'on vous a soupçonné d'avoir dealé avec le pouvoir dans la nuit. Vous vous souvenez de cette accusation? Mais bien sûr, vous soupçonnez facilement. Écoutez, avec le comice, quand on a su que c'est dans les bâches qu'on devait accueillir les paysans pour qu'ils fassent montre de leur savoir-être, de leur savoir-faire, on s'est élevé, on a dit niet. On ne peut pas inviter les paysans pour les loger dans les bâches. La présidence nous a appelés pour dire qu'est-ce que vous proposez. Nous avons fait une proposition que la présidence a accepté de financer en nous disant de préfinancer parce qu'on était court dans le temps. Nous avons préfinancé, vous avez vu le village de la COSAC au niveau du comice agro-pastoral. C'est nous qui avons fait réussir le comice agro-pastoral et Bolova. Malheureusement, le pouvoir dont on parle et la présidence avec ne nous a pas payé qu'aujourd'hui. Dans mon livre, vous avez ça. La présidence nous a détourné 54 millions de francs jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a pas été payé. Alors que c'est nous qui avons fait réussir le comice agro-pastoral de Bolova. Pour le vous ne voyez pas ça. Mais bien évidemment, on ne pouvait pas être absent. On ne pouvait pas être absent du comice parce que ça touche aux producteurs. Là où il y a les producteurs, nous serons là.
C'est ce qui s'est passé. Monsieur Ndjonga, vous parlez de plus en plus d'être un parti de proposition et non d'opposition. Quelle est la nuance que vous établissez? Il y a une très grosse nuance. Laquelle? Le CRA n'est pas le chien de Pavlov. C'est-à-dire que ne venez pas vers nous pour demander de réagir sur ce que les autres ont fait. Chien de Pavlov, c'est ça. Nous proposons. Nous proposons parce que les problèmes que les Camerounais vivent aujourd'hui, on les connaît tous. Quand on éteint la lumière, tu penses qu'il y avait un Camerounais qui ne sait pas qu'on a éteint la lumière. Quand on coupe l'eau, tout le monde le sait. Donc l'heure aujourd'hui est à la proposition. Vous n'allez pas entendre Ndjonga dire aujourd'hui qu'il y a un problème de nuit et autres. On connaît tout ça. Et vous le savez. Dans les 30 années passées, j'ai passé mon temps à combattre, à indiquer que voilà le problème et on cognait dessus. J'ai fait la cellule 4 fois à Yaoundé. Je vous l'ai dit. Ça c'est du passé. À l'heure actuelle, l'heure est à la proposition. Donc quand le CRA dit, le CRA est un parti de proposition. Ce que nous attendons, c'est proposition. Quelle proposition et pourquoi faire? C'est pour ça que le CRA ne se prononce pas. On a parlé des 40 mesures. C'est pour ça que le CRA ne se prononce pas sur les anglophones, ne se prononce pas quand il y a des problèmes. Il y a de fortes chances que vous continuez d'être incompris. Mais non, pas vous peut-être. Pas par moi. Mais je vous dis que les Camerounais aujourd'hui contribuent massivement à ce projet. Je vous l'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Ce projet-ci est tellement simple. On aura la démonstration pendant les élections. Et nous sommes il y en a qui sont programmés pendant cette année. On aura la preuve par 9 que le programme est suivi par les Camerounais. Ce n'est pas simplement, on ne le proclame pas simplement, il faut pouvoir le prouver sur le terrain du jeu électoral. Nous allons suivre ce qui a été dit, l'essentiel ce qui a été dit pendant 90 minutes parce que nous les avons déjà faites, les 90 minutes. Nous recevons, oui, Michael Chipkio, pour restituer la substantifique moelle des propos tenus sur ce plateau pendant ce temps-là. C'est l'instant. Michael Chipkio, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes tout oui. Oui, on va commencer très rapidement. Bernard Ndjonga a dit beaucoup de choses ce soir. On va commencer justement par le découpage du Cameroun en 5 régions agroécologiques. C'est ce que vous proposez dans vos 40 mesures pour développer le Cameroun par l'agriculture en 5 ans, effectivement. Vous proposez justement qu'on affecte 15 milliards de francs CFA par région pour le développement de cette agriculture. Question de contenir les jeunes en zone rurale. Et vous proposez justement que les projets et programmes actuels au Cameroun soient simplement supprimés et qu'ils soient remplacés par des subventions, ce que vous appelez subventions de primes à la production. Les investissements, en investissant justement 15 milliards de francs CFA par région, vous dites que ça fera 12 500 jeunes pratiquement qui seront contenus dans les régions rurales justement pour développer l'agriculture, et vous rassurez les uns et les autres que le projet que le CRAC propose bénéficiera des financements internes, aucun fonds étranger attendu justement pour le financement de ce projet. Et vous proposez justement pour financer ce projet qu'on peut supprimer le Sénat par exemple camerounais parce que l'argent utilisé pour le fonctionnement de cette institution peut financer le projet agricole actuel, et puis bien sûr la baisse du train de vie de l'État camerounais que vous décriez naturellement. Sur 2 milliards 500 000 francs CFA mis sur pied pour le projet Maïs, vous avez mené une enquête en 2007 pour constater justement après une évaluation que près de 62% de cet argent a été détourné par des fonctionnaires camerounais, et vous tenez à faire comprendre à tous que votre projet s'intitule 40 mesures pour faire décoller le Cameroun en 5 ans sur le plan de l'agriculture, et qu'après le décollage il faut bien voler. Vous avez déjà justement des plans pour faire voler cette agriculture bien sûr après le décollage. Après votre baccalauréat, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes admis à 3 concours, mais vous choisissez l'ENSA parce que votre maman vous a fait grandir en vous inculquant les valeurs de l'agriculture et bien d'autres. Voilà la raison pour laquelle vous êtes entré dans l'agriculture. Vous parlez beaucoup d'agriculture, mais vous n'avez pas de champ, paradoxalement, parce que vous êtes ingénieur de conception, vous l'avez dit, vous avez été formé pour promouvoir le développement agricole, pas pour travailler sur le terrain forcément. Pour vous, l'agriculture, c'est l'avenir du pays. D'ailleurs, c'est plus que l'avenir du Cameroun. Le développement du Cameroun ne pourrait passer que par cette agriculture-là. Et au Cameroun, nous avons 6 millions de petits producteurs. Vous proposez que chacun d'eux ait un carnet à travers lequel il pourrait être suivi et pour bénéficier des subventions et autres intrants et bien d'autres.
l'autre pour le développement de l'agriculture dans les zones rurales. Dans l'une de vos mesures proposées, que l'on apprenne aux enfants à partir de 2 ans ce que c'est que l'agriculture. Ils doivent savoir de quoi est-ce qu'il s'agit à partir de l'âge de 2 ans. Et le Cameroun importe 600 000 tonnes de farine, vous l'avez suffisamment dit ce soir, par an. Du riz, du poisson également. On importe un peu plus de 500 milliards de francs CFA au Cameroun chaque année. Pourtant, la tendance peut être inversée. 70% de Camerounais vivent de l'agriculture et 97% sont des petits producteurs qui ne bénéficient d'aucune subvention jusqu'ici et même des intrants qui sont justement inexistants. Il faut donner aux exploitants familiaux également des moyens de sortir l'agriculture rurale de l'ornière observée actuellement. Et pour résoudre le problème d'infrastructure routière, vous comptez viabiliser les régions de la Haute-Plaine. Vous avez appelé la Haute-Plaine, c'est la Damawa, bien sûr, vous l'avez dit, en l'occurrence, favorable à l'élevage, en morcellement, un peu comme procède la maïture actuellement. Sur la question de l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, c'est une question de Didier Imkwa. Vous dites qu'il s'agit simplement d'une question de proportion et dans chaque région, un diagnostic doit être fait pour savoir s'il faut utiliser les engrais ou des autres produits phytosanitaires ou pas pour le développement de l'agriculture. Et sur les 15% de terres arables que nous avons au Cameroun, il n'y a que 29% qui sont utilisés à l'heure actuelle. La région de l'extrême nord, par exemple, est la plus fertile du Cameroun, mais malheureusement, c'est dans celle-ci qu'on observe que des populations vivent sous la famine. Vous pensez qu'il faut inverser la tendance à ce niveau également. Tous les accords et engagements qui ont été pris par le Cameroun seront réévalués si vous êtes élu président de la République, y compris l'engagement du chef de l'État pris lors du sommet de la COP21. Ces accords seront réévalués à la lumière de votre projet qui repose sur l'agriculture. Et en passant, on vous a proposé plusieurs fois d'être ministre de l'Agriculture au Cameroun et vous avez décliné. Votre débat actuel, justement, est de porter les questions d'agriculture au cœur du débat et vous n'avez pas d'inquiétude pour être candidat à la présidentielle de 2018. Le projet du CRAC est assez porteur pour que vous obteniez les 300 signatures nécessaires pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Voilà, entre autres, Benan Djonga, ce que nous avons retenu de vos propos. Et moi, j'aurais retenu peut-être, ça peut faire rire, c'est Benan Djonga président ou rien. Pas de ministre de l'Agriculture, pas de ministre, pas de Premier ministre. Non, c'est vous qui me dites. Vous avez dit que vous avez décliné l'offre. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, vous voulez simplement être président. Alors, on ne va pas prolonger le débat. Nous faisons un constat avec Michael Tipkio, simplement. Tant que les Camerounais comprendront que notre avenir passe par l'agriculture, le meilleur Camerounais dans l'agriculture sera le meilleur Camerounais pour diriger le pays. Et peut-être ce serait vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous avez la prétention de l'être. Vous dites, mais je suis d'être ce Camerounais-là. Non, je n'ai pas de prétention. On s'est bien compris. On s'est bien compris. Michael Tipkio, merci pour cette belle synthèse. Merci, on se retrouve demain. Merci. Demain à 19h50. À 19h50 pour le journal sur Canal 2 en direct de Douala et de Yaoundé. Merci Benan Djonga, merci Michel Ferdinand. Le temps a écoulé malheureusement. Merci Didier Yumgwa. Merci Pienka. La discussion peut se poursuivre sur notre page Facebook, la page de l'arène /facebook.com. Vous pouvez poster vos questions. Benan Djonga va continuer à y répondre en direct sur le digital. C'est l'époque digitale. Mesdames, messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine avec un autre candidat pour l'arène, pas pour la présidentielle. Et ce sera toujours le hot et le hard interview à la télévision. Bonsoir.